Une foule immense pour les obsèques de Jean-Paul II, une messe célébrée sur le parvis de la basilique devant plusieurs centaines de personnalités du monde entier, un hommage planétaire et la ferveur des pèlerins polonais qui réclament la canonisation immédiate, un événement qui globalement s'est déroulé sans heurts. Au Caire, l'attentat hier dans la vieille ville a été revendiqué par un groupe islamiste inconnu. Un Américain et une Française sont décédés. C'est la première fois depuis 7 ans que les Occidentaux sont pris pour cible en Égypte. La violence routière avec ce mauvais chiffre pour le mois de mars. Le nombre de morts sur les routes a augmenté de plus de 5% en cause la vitesse malgré l'installation massive des radars automatiques. Et puis les derniers préparatifs du mariage de Charles et de Camilla. La météo prévoit un temps de chien. Le royaume semble peu enthousiaste pour ces noces auxquelles n'assisteront que quelques personnalités. Et puis la foire du trône en ce moment et pendant 2 mois. 2000 forains, 350 attractions et 5 millions de visiteurs. Des manèges de plus en plus fous pour des amateurs de sensations fortes. Madame, Monsieur, bonsoir. Le pape Jean-Paul II a été inhumé dans de simples cercueils à même la terre, dans la crypte, suivant ses dernières volontés. Auparavant, devant plusieurs centaines de dirigeants venus du monde entier, une foule de fidèles se sont déroulées ses obsèques, célébrées sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La messe aura duré près de 3 heures, une messe célébrée par le doyen du Collège des cardinaux et qui s'est achevée sous les applaudissements. Gérard Grisbeck, Claude Ganous. Moment incroyable. À la fin de la messe, le cercueil est porté vers la basilique Saint-Pierre, les cloches sonnent à toute volée et la clameur de la foule couvre tout. Les dizaines de milliers de jeunes massés sur la place applaudissent à tout rompre, scandent le nom de Jean-Paul II comme avant. D'ailleurs, beaucoup guettent les fenêtres du pape, comme si un miracle pouvait encore se produire. Ce décalage entre la force de volonté exprimée par les fidèles et la réserve des cardinaux et des chefs d'État et de gouvernement a marqué toute la cérémonie. La messe a duré 3 longues heures ponctuées de chants et de prières. Dans son homélie, le cardinal allemand Joseph Ratzinger a rappelé la lutte menée par Jean-Paul II contre le nazisme puis le communisme. Sur la place Saint-Pierre, le vent qui s'est levé fait tourner les pages du livre des évangiles posé sur le cercueil. À ce moment de la cérémonie, ils sont sans doute 200 à 300 000 pèlerins aux abords de la place Saint-Pierre. Des Polonais en grand nombre, bien sûr. Et dans la foule, beaucoup d'émotions et des banderoles qui réclament la canonisation immédiate de Jean-Paul II. Alors, le cercueil du pape est emporté loin des caméras. Le Vatican vient de diffuser des photos de la mise en bière avant la messe et de l'enterrement dans la crypte de la basilique. Sur la place, la cérémonie est terminée, mais beaucoup de fidèles ne bougent pas, se refusant sans doute à tourner la page. Et l'hommage des grands de la planète qui avaient tenu à faire le déplacement. La plupart des chefs d'État étaient arrivés dès hier à Rome, des présidents américains placés à côté de Jacques Chirac et de son épouse, de Tony Blair au roi de Jordanie, du président iranien au roi d'Espagne et au prince Charles. Et pour la première fois, le président de l'État hébreu a serré la main de Bachar el-Assad, le numéro 1 syrien. Loïc Delamornay. 15 rois, reines, princes et grands-ducs, 44 présidents, 25 premiers ministres et 120 autres hommes politiques et dignitaires religieux non catholiques. Au total, environ 200 personnalités ont assisté aux obsèques de Jean-Paul II sous les objectifs de milliers de journalistes. Bien sûr, il y a les officiels attendus, comme Jacques et Bernadette Chirac, ou encore George Bush et son prédécesseur Bill Clinton. Mais ces funérailles furent surtout placées sous le signe de l'universalité. Jean-Paul II avait tendu la main vers les autres religions. Alors, ils sont venus nombreux, des patriarches orthodoxes aux grands rabbins d'Israël, en passant par les représentants du Qatar ou des Émirats arabes unis. Et le temps de ces obsèques, Jean-Paul II semble avoir comme rapproché de force les frères ennemis autour d'une table diplomatique. Le président syrien Bachar el-Assad serre la main au voisin haï, le président israélien Moshe Katsav, et le président iranien Mohamed Khatami
côtoie fraîchement le président américain, un George Bush qui, au passage, laisse attendre pantois Jacques Chirac et sa poignée de main. Aujourd'hui, le prince Charles aurait dû assister à un mariage, le sien. Ce sera donc un enterrement. Il a reporté à demain ses noces avec Camilla, mais a malencontreusement serré la main du président zimbabwéen Mugabe, en froid notoire avec le gouvernement britannique. Son geste fait déjà scandale à Londres. Bref, les enterrements, c'est comme les mariages. On sourit poliment en retrouvant la famille, on arrange les petites affaires et on sauvegarde les apparences. À Rome, portant des drapeaux blancs et rouges, des dizaines de milliers de Polonais ont vécu dans une émotion plus vive encore l'adieu à leur pape sur la place Saint-Pierre. C'est eux qui ont réclamé à la fin des obsèques que Jean-Paul II souhaite immédiatement canoniser. Reportage Maryse Burgot, Franck Brisset. Le cercueil de Jean-Paul II quitte la place Saint-Pierre sous les applaudissements émus de milliers de Polonais. Devant la basilique, une marée de drapeaux rouges et blancs, les couleurs de la Pologne. Les habitants de Wadowice, la ville natale de Jean-Paul II, ont dormi sur place pour être sûrs d'assister aux funérailles devant la basilique. Pour nous, les Polonais, Jean-Paul II était comme un père. Il fallait vraiment que nous venions ici à Rome pour lui dire adieu, dit cette femme. Depuis 11 heures du soir, nous attendions debout. Maintenant, nous pouvons enfin prier, dit cet homme de Wadowice. Concentrés, les compatriotes de Karol Wojtyła écoutent à la radio les traductions en polonais de la messe. Ils vivent en fait leur dernière occasion de remercier Jean-Paul II de les avoir délivrés de la domination soviétique. Nous, les citoyens polonais, on devait forcément vivre cet événement ensemble. Mais au fait, vous n'auriez pas vu des montagnards habillés comme moi, je les ai perdus dans la foule. Bien après la fin des funérailles, ceux de Wadowice, comme beaucoup d'autres Polonais, restent sur la place. C'est tellement difficile de partir qu'ils entonnent le chant polonais préféré de Jean-Paul II sous les fenêtres de ce qui était encore il y a quelques jours ses appartements. Demain, les habitants de Wadowice rejoignent la Pologne. 27 heures de bus, cela donne beaucoup de temps pour se refaire le film de ces heures inoubliables à Rome. Et ce vendredi en Pologne a été décrété jour férié. Les entreprises, les écoles, les commerces étaient fermés, les rues désertes. Des centaines de milliers de fidèles, de compatriotes du pape ont suivi sur écran géant les obsèques comme à Cracovie. La communion dans la douleur de tout un peuple. Ce soir, à l'heure précise où est mort Jean-Paul II, les Polonais sont appelés à éteindre toutes les lumières pendant 5 minutes. Amaury Guibert, Christian Gallet. Merci, dit la banderole, comme pour résumer la pensée de chacun d'entre eux. Ils sont 800 000 de Cracovie et des villes alentours réunis sur la plaine de Błonia. De la foule éclatent de longs applaudissements lorsque le cercueil de Jean-Paul II pénètre dans la basilique Saint-Pierre à 1500 km de là. Le deuil est universel, l'émotion en mondovision, mais sans doute plus grande ici qu'ailleurs. Car on pleure l'enfant du pays. À Wadowice, ils sont 20 000 devant la basilique Notre-Dame où Jean-Paul II officiait comme enfant de cœur. C'est le monde entier qui a un genou à terre, dit cette femme. Ce qui se passe est terrible, vraiment terrible. Jean-Paul II se disait fils de la nation polonaise. C'est un père que l'on célèbre aujourd'hui. Devant la maison où il est né, un tapis de bougies, comme un lieu de pèlerinage avec fidèles et icônes, la Pologne est orpheline et s'interroge sur son avenir. Il faut vivre, dit celui-ci. L'avenir, on verra avec le temps qui sera le nouveau pape. Ce qui est sûr, ajoute ce père de famille, c'est que tous ici vont croire plus fort en Dieu. Le temps des funérailles et même au-delà, toute la Pologne s'est figée. Magasins fermés, rues désertes, mais toujours s'éveiller, intense et immense. Hier soir à Cracovie, ils étaient 1 million, avec 1 million de bougies levées vers le ciel à 21h37, l'heure précise de la mort du pape. En une semaine, ce moment est devenu dans le pays une minute sainte. Ce pape a transformé l'Église catholique, la Pologne et le monde, disait un ancien dissident. Jean-Paul II est déjà considéré ici comme un saint avant une canonisation que beaucoup demandent.
À Rome, on l'a dit, les fidèles étaient réunis place Saint-Pierre. Pour les plus chanceux, d'autres étaient rassemblés devant des écrans géants. Au total, 1 million de fidèles, disent les services de sécurité, ont assisté aux obsèques. Chose vue à l'intérieur de cette foule qui avait été canalisée et protégée par des milliers de militaires et de policiers. Isabelle Stess, Emmanuel Beck. Exceptionnellement, les sœurs ont mis de côté leur traditionnelle retenue. Au petit matin, elles traversent en courant la place Saint-Pierre pour être au plus près de la cérémonie. Dernier préparatif, dernier moment de calme, avant d'accueillir la foule qui s'impatiente au loin. Premier malaise, tout le secteur du Vatican est bloqué. Je crois que les voitures des chefs d'État vont passer par ici, vont pas loin d'ici. Sur le parcours des personnalités, 1000 tireurs d'élite ont pris position. 40 000 policiers, carabiniers et militaires sont déployés autour du Vatican. Jamais Rome n'a réuni en un jour autant de chefs religieux, de personnalités du monde entier. Tous rendent hommage au pape, rassembleur. Bien qu'il soit catholique et représentant les chefs de cette église, il a réussi à imposer entre guillemets, le respect à la terre entière. La plupart des évêques et cardinaux qui assistent à la cérémonie ont été nommés par Jean-Paul II. Parmi eux, 5 cardinaux français dont l'émotion se mêle à la ferveur populaire. Pour des gens comme moi qui ont vécu dans des responsabilités nationales depuis 27 ans en même temps que lui, c'est toute une page et de sa vie, et de notre société, et de ma vie qui se tourne aujourd'hui. On repart la tête plein de souvenirs. Grand moment, ouais, c'est clair. Impressionnant. On reviendra pour le prochain. Ouais. On rentrera de grands souvenirs. Ils avancent maintenant vers l'avenir. Les fidèles s'éloignent comme ils sont venus, dans le calme et la prière. Et venus des 4 coins de France, plusieurs centaines de Français se sont retrouvés dès l'aube, près du centre-ville, installés autour du grand stade antique, le Circo Massimo. Même s'ils n'étaient pas place Saint-Pierre, ils ont ressenti avec la même ferveur et la même intensité ces funérailles. Philippe Bisserias, Romain Potoki. Il va y avoir la consécration, donc la transformation du pain en corps, et à ce moment-là, le prêtre, c'est celui qui officie. Émeric est intarissable lorsqu'il s'agit d'expliquer la liturgie. Arrivé hier soir à Rome, ce membre d'une communauté catholique est venu accompagné d'adolescents originaires des quartiers nord de Marseille. Comme tant d'autres, ils n'ont pu accéder à la place Saint-Pierre et ont dû se contenter des 2 écrans géants du Cirque Maxime. Une esplanade héritée de la Rome antique, 30 000 pèlerins, parmi eux 700 Français. Moi, ce qui m'impressionne, c'est toute cette jeunesse qui vibre pour son pape, quoi. Il y a, je trouve, pour un enterrement, une joie extraordinaire. Pendant la cérémonie, un confessionnal en plein air est improvisé derrière l'écran. On peut aussi communier. Il règne sur le Cirque Maxime une atmosphère qui rappelle les Journées mondiales de la jeunesse créées par Jean-Paul II. À la fin de la retransmission, les pèlerins français se regroupent avec le sentiment d'avoir vécu les obsèques du pape aussi intensément que s'ils étaient allés place Saint-Pierre. On était tous en communion, on était tous unis, donc du coup c'était comme si on y était. De toute façon, c'était surtout l'acte qui comptait, l'acte de venir ici. Émeric, lui, pense déjà au successeur de Jean-Paul II. Maintenant, notre prière se tourne vers les cardinaux, qu'ils écoutent l'Esprit Saint et que, comme disait un jeune hier soir à la basilique de Saint-Jean-de-Latran, que nous ayons un autre pape saint qui nous emmène encore plus loin dans l'amour du Christ et dans l'amour des hommes. Ils repartent vers la France, plus de 1500 km en train les attendent, mais ils auront vécu cette journée historique au plus près. Et ceci nous ramène à Paris avec cette messe en début de soirée à Notre-Dame. Une messe concélébrée par l'abbé Pierre. Sur les bancs de la cathédrale, une foule de fidèles qui, comme ce matin, se sont recueillis lors des funérailles de Jean-Paul II. En direct, les télévisions du monde entier ont retransmis la totalité de ces funérailles planétaires, un événement d'une dimension inégalée avec ces rassemblements à Manille d'abord, aux Philippines, c'est le plus grand pays catholique d'Asie. Des centaines de fidèles en larmes, souvent vous l'avez vu, et en prière, qui se sont retrouvés là où Jean-Paul II avait célébré la messe en 1995 lors des JMJ. Partons à présent pour le Brésil où dans les favelas, l'événement n'avait pas tout à fait le même retentissement, comme l'illustre ce prêtre qui, même pour la circonstance, estime que les pauvres sont trop souvent laissés de côté par l'Église malgré les déclarations et les bonnes intentions du Vatican. À Salvatore de Bahia, reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Yann Moine. Le jour se lève à peine sur la favela Mata Escura
tandis qu'à Rome débutent les funérailles de Jean-Paul II. L'image arrive jusqu'ici, mais le décalage est trop grand. Et malgré la présence du prêtre de la paroisse, le spectacle n'inspire pas grand-chose à cette pauvre femme, épuisée d'élever seule ses 6 enfants. On est dans un monde unifié, mais avec des contrastes énormes. On n'est pas ici dans le palais du pape, on n'est pas dans les chambres des cardinaux qui vont éléger. Ça serait très bien quand on pouvait passer quelques jours ici avant d'éléger un pape. Le père Michel est belge. Depuis 23 ans qu'il vit ici, son français s'est coloré de brésilien. Mais son verbe est mordant avec l'église d'en haut. En 91, avec un don d'argent du pape Jean-Paul II, il a ouvert ce centre d'accueil et de formation professionnelle pour les jeunes des bidonvilles. Le père Michel partage une vision proche de la théologie de la libération, celle d'une église au service des plus démunis, avant que d'être au service de l'évangile. Évangéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Si vous voulez annoncer l'évangile dans la famille qu'on a visitée ce matin, quelle est la bonne nouvelle qu'on va donner à cette femme, à ses enfants? Quelle est la bonne nouvelle pour ces jeunes qui sont ici? Au centre Jean-Paul II, on préfère former des jeunes à des métiers simples et immédiatement utiles, grâce auxquels ils sont pratiquement assurés de gagner quelques euros par jour dans leur quartier. C'est mon rêve, affirme ce garçon, et la formatrice confirme. 90% des jeunes qui passent par le centre arrivent à améliorer leur situation. C'est modeste, mais c'est concret. Plus concret que les grandes déclarations papales sur la pauvreté, dont le père Michel n'hésite pas à relativiser la portée. Ici, dans la cité de Salvador, on célèbre beaucoup de messes, beaucoup, mais ça continue, cette distance énorme entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, il faut se demander que cette déclaration, ça sert à quoi? Du prochain pontife, le père Michel, comme nombre de prêtres des bidonvilles, attend qu'il réforme l'Église, qu'il accepte de la décentraliser et d'adapter son message aux réalités sociales. En Afrique, des messes spéciales se sont déroulées en République démocratique du Congo, où cette journée était chômée, et puis au Kenya, là aussi les obsèques étaient retransmises en direct sur les télévisions, comme le montrent donc les images qui nous viennent de Nairobi. Et avant de clore ce chapitre, un dernier détour par Rome, où vous vous trouvez, Gérard Grisbeck, en direct de la place Saint-Pierre. La pluie, semble-t-il, a chassé les milliers de pèlerins qui étaient autour de la basilique toute la journée. Oui, c'est vrai, c'est la météo qui a gagné. Finalement, il pleut sur Rome depuis maintenant plusieurs heures. Et donc, petit à petit, les pèlerins sont partis. Alors, cela dit, toute la journée, après la messe, ils sont quand même venus ici. En particulier, les pèlerins qui n'avaient pas pu suivre la messe autrement que sur des écrans géants autour de la basilique Saint-Pierre, mais pas sur la basilique. Alors qu'il est, beaucoup d'autobus sont partis déjà vers l'étranger. Et puis, on attend une centaine de trains dès ce soir à la gare de Termini pour l'étranger aussi. Il faudra quand même plus qu'une nuit pour pouvoir maintenant évacuer ces centaines de milliers de pèlerins qui ont afflué ces derniers jours. On pense peut-être 1 million ou 2 millions de personnes qui en tout sont passées par Rome depuis une semaine. Merci Gérard Grisbeck. Dans l'actualité de ce vendredi en Égypte, un groupe islamiste jusqu'à présent inconnu a revendiqué l'attentat au Caire. Selon les autorités, hier, un vélomoteur piégé a explosé dans le quartier des souks très fréquenté par les touristes dans le vieux Caire. Un Américain et une Française ont été tués. 3 autres Françaises sont blessées. C'est le premier attentat qui vise des Occidentaux depuis 7 ans. Samassoula, Olivier Robert sur place. Des corps ensanglantés jonchent le sol. La vidéo téléphone a été réalisée quelques minutes après l'explosion. 18 blessés, dont 3 touristes français, 3 morts. Parmi eux, une touriste française décédée des suites de ses blessures. Quand la bombe a explosé, la femme se promenait avec son mari dans cette rue bondée du vieux Caire islamique. Touristes et kérotes ont l'habitude de venir faire ici leurs emplettes. On est venu voir parce qu'on est un peu choqués, on voulait se rendre compte des dégâts. Parce que c'est un endroit où il y a toujours beaucoup de monde, c'est aussi très touristique et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat et on ne pensait pas du tout que dans cette partie-là, ça pourrait un jour avoir lieu. La bombe artisanale composée de poudre et de clous explique les dégâts matériels légers. Outre un Américain et la Française décédée, un 3e corps non identifié pourrait être celui du porteur de bombe. On cherche encore des bouts de chair, nous explique le chef de la police scientifique égyptienne.
Ce spécialiste des groupes terroristes islamistes est venu faire son analyse. C'est un acte simple d'amateur, c'est pas du tout une œuvre d'un groupe. Si vous passez, vous voulez, si vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de traces. Donc je crois que c'est un acte individuel. Une analyse qui rejoint celle des autorités égyptiennes. Elle parle d'un acte terroriste isolé. Pour l'heure, aucune revendication n'est connue, mais c'est un nouveau coup dur pour l'Égypte qui tire du tourisme sa deuxième source de revenus. Les autorités égyptiennes tentent ce soir de minimiser l'importance de cet attentat qui a non seulement touché des touristes occidentaux, mais aussi frappé au cœur de la population égyptienne. Et c'est une configuration inédite depuis des années en Égypte. Des messages de soutien à Florence Aubenas et Hussein Hanoun vont être diffusés vendredi prochain sur 170 panneaux lumineux à Paris. Les Parisiens sont invités à envoyer ces messages en ligne ou par téléphone à partir de lundi. Ils seront diffusés le 15 avril prochain, marquant le 100e jour de détention de la journaliste de Libération et de son guide. Je vous le disais en titre, le nombre de morts sur les routes a augmenté le mois dernier, et ce pour la première fois depuis plus d'un an. L'augmentation de la vitesse serait responsable de cette rechute, et ce, malgré l'installation massive de radars automatiques. François-Julien Piednoir, Benoît Guéret. Personne sur la route, sauf ce radar. Pied sur le frein, à son approche, à 70 km/h, puis on accélère. C'est l'attitude de beaucoup de Français, désormais habitués au radar fixe. C'est bon, une fois qu'on les a repérés... C'est-à-dire vous ralentissez avant? Oui, et puis on réaccélère après. Faut pas être plus bête qu'eux, faut pas être plus intelligent qu'eux, c'est tout. À chaque fois que j'imprime un plan pour me déplacer, il y a tous les radars qui sont... Mais je ne tiens pas quoi. L'effet radar s'essouffle et pourrait expliquer ces mauvais chiffres. Mars 2004, 349 tués sur la route. Mars 2005, 367, soit une augmentation de 5,2%. Peut-être la peur du gendarme s'est estompée un peu, qu'il y a eu certaines libertés prises, il y a eu des contestations sur les radars par certains élus, rendez-nous un peu plus de liberté, etc. Et donc ça montre qu'il y en a encore beaucoup de travail à faire. Plus de travail et surtout trouver des moyens de contrôle plus rusés que le radar fixe, bien trop visible. C'est certain que nous devons maintenir un fort aléa dans le contrôle, par un contrôle humain approprié et également par des radars mobiles sur le réseau secondaire. Ni vu ni connu, des gendarmes en civil pour contrôler l'automobiliste. Une Renault 19 Bordeaux. D'autres en voiture banalisée qui circulent incognito. Des solutions plus discrètes qui permettront peut-être de faire baisser le compteur de vitesse et celui des morts. L'attaque d'un fourgon blindé à Aix-en-Provence tôt ce matin. 4 hommes fortement armés et cagoulés ont fait main basse sur un butin dont on ignore l'importance. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture. Des passants ont été témoins de ce braquage. Un des convoyeurs aurait été touché par plusieurs coups de crosse. Le procès Piry, une journée entière de réquisition au tribunal correctionnel de Paris. 10 ans d'emprisonnement réclamés contre Charles Piry et 3 dont un avec sursis contre Jean-Guy Talamoni, l'un des élus indépendantistes de Lille. Dominique Verdaillan, David Fossard. Antonia, l'épouse de Charles Piry, une décontraction, un sourire qui ne vont pas durer. Son visage va s'assombrir, les larmes couler. 10 ans, le maximum est requis contre son mari. Dans le box, il sourit ouvertement. Charles Piry au cœur d'un système de malversation financière et de raquettes, dans le double but, selon l'accusation, de se financer et de préparer et revendiquer les attentats. Un univers de non-droit et de passe-droit, souligne le procureur. 10 ans, des réquisitions politiques selon la défense. La feuille de route, elle avait été fixée par le ministre de l'Intérieur il y a déjà plus de 2 ans. Et cette feuille de route, finalement, elle a été respectée par le parquet du tribunal de Paris. On a décidé à ce moment-là, M. Sarkozy a dit, eh bien nous allons alcaponiser M. Piry. Aujourd'hui, effectivement, les vœux, le souhait de M. Sarkozy ont été totalement respectés par le procureur de Paris. Jean-Guy Talamoni n'a pas fait le voyage à Paris, ce que les procureurs ont peu apprécié. L'accusation d'extorsion de fonds semble fragile contre l'élu, mais 3 ans, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité, sont demandés. Monsieur Talamoni, on lui reproche en fin de compte son engagement politique et sa proximité avec des gens qui sont d'ailleurs ses amis et ses amis politiques. Je crois que ça ne suffit pas pour constituer et qualifier une infraction et le condamner. Pendant près de 10 heures, 3 procureurs se sont succédés, s'accrochant désespérément au volumineux dossier d'instruction pour énumérer les charges, car ici, au procès, prévenus et témoins ont fait machine arrière. Si la Corse a une tradition orale, ironisaient les magistrats, ici, la parole a été confisquée.
Les urgentistes en grève depuis le début de la semaine, un mouvement très suivi. Malgré la réunion qui a lieu au ministère de la Santé ce soir, Patrick Pelloux confirme que le mouvement se poursuit. Aujourd'hui, le décret qui instaure une permanence des soins en concertation entre les urgentistes et les médecins libéraux a été promulgué plus rapidement que prévu. L'occasion de nous intéresser à ce système où l'on retrouve ces deux catégories de médecins pour prendre en charge jour et nuit, week-end compris, les malades. À Laval, Isabelle Quintard, Virginie Travers. Sur cet écran, le tableau de garde des médecins de Mayenne. Le président du Conseil de l'Ordre examine l'état de ses troupes. Pour le mois d'avril, il reste encore des trous. Les médecins volontaires ne sont pas faciles à trouver. Alors une expérience est en cours, diminuer le nombre de secteurs géographiques de 34 à 7. À partir du moment où on a 7 secteurs, c'est bien évident qu'on sera de garde moins souvent. Donc on pourra s'opposer plus facilement, donc on aura plus de volontaires. Une garde commence habituellement à 20 h et se termine à 8 h le lendemain. En Mayenne, 2/3 des médecins libéraux l'arrêtent à minuit. C'est le cas du docteur Rondeau. Il y a 1 ou 2 actes la nuit, entre minuit et 8 h, et nous estimons qu'on pourrait se répartir la tâche, et que comme de toute façon il y a des médecins des urgences ou du SMUR qui sont éveillés la nuit, nous demandons que les vraies urgences leur soient confiées. Au-delà de minuit, ce sont donc les urgences qui prennent le relais. Exemple avec cette mère d'un petit garçon qui a de la fièvre. Son médecin a arrêté sa garde à 23 h. On m'a dit il n'y a pas de médecin. Quand c'est comme ça, il vaudrait mieux prévoir avant 23 h. C'est gentil quoi. Mais bon, donc comme il n'y avait pas de médecin, il fallait venir jusqu'ici. Ici, ce ne sont pas les urgences qui sont engorgées, mais le SAMU. Depuis 2 ans, le centre 15 gère tous les appels et leur nombre a explosé, 4 fois plus et sans moyens humains supplémentaires. Et forcément, la situation est de plus en plus tendue. Preuve que la permanence des soins n'est pas qu'une affaire de volonté, c'est aussi une affaire d'argent. J'en viens à cette affaire d'escroquerie aux ACDIC, un système organisé où de faux bulletins de salaire permettaient de toucher les indemnités de chômage. 17 personnes ont été interpellées en mars à Mulhouse et en Moselle, 8 autres cette semaine en Haute-Savoie. Christophe Nédart et Jean-Pierre Pester. Aux ACDIC de Mulhouse, c'est du jamais vu. Il faut dire que l'escroquerie était bien rodée. Prenez des volontaires en quête d'argent facile. Donnez-leur des attestations d'employeurs et des feuilles de paye suisses falsifiées. Inscrivez-les aux ACDIC. Grâce à un accord franco-suisse, ils touchent le chômage. Reste à reverser une commission à l'organisateur de la fraude. Le préjudice est colossal. Au total, il représente 500 000 € de préjudice qui se décompose en 200 000 € de préjudice déjà effectués. Et pour le reste, c'était si les dossiers avaient continué encore de la même façon. Des adresses un peu trop similaires, des fautes d'orthographe, voilà ce qui a trahi ces faux chômeurs. À Mulhouse, 17 personnes sont mises en examen pour escroquerie en bande organisée. La tête du réseau, un homme de 30 ans, aujourd'hui écroué, travaillait avec des rabatteurs. Grosso modo, on peut dire qu'effectivement, c'est un peu le bouche à oreille. On allait recruter les copains dont on pensait qu'ils pouvaient rentrer dans le système de la fraude généralisée. L'enquête n'est pas terminée. D'autres personnes devraient être mises en examen dans les prochains jours, car le réseau s'étend sur toute la France. Les pêcheurs continuent leur blocus des ports de Méditerranée, notamment à Sète, où ils réclament, comme ailleurs, une baisse du prix du gazole. Les pêcheurs qui demandent au gouvernement des mesures de soutien. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Cela fait 20 ans que Paul Gros est pêcheur. Chaque jour, il passe 15 heures en mer, pêcher notamment des sardines. Jusqu'à présent, lui et ses 3 matelots en vivaient plutôt bien, mais le prix du gazole dévore désormais le tiers du produit de sa pêche. C'est intenable pour l'armement et quand on fait la part au matelot, il ne reste pas grand-chose. On a du mal à leur donner plus de 1 000 € par mois. Si Paul Gros bloque aujourd'hui le port de Sète, c'est parce qu'il est en colère. En octobre dernier, le gouvernement avait promis un report de charges pour aider les pêcheurs, mais c'était contraire au droit européen. On nous a dit que ce n'était pas eurocompatible. Voilà. Mais bon, nous, ça c'est pas notre problème. On nous a promis quelque chose qu'on n'a pas eu. Commencé mercredi soir, le blocus du port de Sète pose de graves problèmes. Ainsi, ce bateau a dû annuler sa liaison pour le Maroc. La Chambre de commerce et d'industrie tire la sonnette d'alarme. Ils prennent en otage le reste du port. Et ils prennent d'autres professionnels qui n'ont rien demandé en otage. Et ils sont en train de les détruire aussi. Ce soir, le ministre de l'Agriculture se dit prêt à recevoir les pêcheurs s'ils lèvent leur blocus. Ils sont actuellement en train de décider des suites de leur mouvement.
Et puis ce rectificatif dans l'enquête sur les détournements de subventions au profit de la FNSEA. Dans notre journal de 20 h hier, nous indiquions que 3 ministres pourraient être poursuivis par la justice. Contrairement à ce qui a été dit, le nom de l'ancien ministre de l'économie, Jean Arthuis, ne figure pas dans le dossier. Pour ceux qui font leur déclaration d'impôt sur Internet, sachez que vous avez un délai supplémentaire de plusieurs jours. Victime de son succès apparemment, le système est saturé. Les contribuables concernés doivent se renseigner pour connaître les dates limites qui varient selon les différentes zones. Les chaînes de production du constructeur automobile britannique Rover sont à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. L'entreprise est en faillite et s'est placée sous administration judiciaire. Une difficile journée pour les employés et leurs familles. 20 000 emplois sont directement menacés. Yvan Martinet. Visage fermé, ciel bas et sombre, sale temps pour Rover. C'est officiel, la firme anglaise est en faillite. Dans son naufrage, 20 000 emplois disparaîtraient. Je suis inquiet, très inquiet. Pour notre avenir, pour mon avenir. C'est fini, c'est un choc terrible. Des milliers de personnes vont perdre leur emploi. Coup dur dans un pays où l'automobile est la principale industrie. Désastreuse nouvelle pour Tony Blair en pleine campagne électorale. Lui dit encore y croire. Nous sommes en contact avec le gouvernement de Pékin, le ministre des Finances et moi. Car nous croyons qu'il est encore possible que l'usine intéresse des repreneurs chinois. La Mini Austin, voiture emblématique de la marque, où le Range Rover n'appartiennent déjà plus à la firme. De reprise en rachat, le dernier constructeur 100% britannique s'est fait vampiriser ses créations les plus marquantes par BMW et Ford. Résultat, Rover, depuis 1999, a vu ses ventes fondre de moitié. Avec la débâcle de Rover, c'est la fin d'un siècle d'histoire à l'anglaise. Des voitures de rêve, une saga automobile malmenée depuis 20 ans déjà. Début 2000, c'est sur cet aéroport militaire que Rover devait stocker ses milliers de véhicules invendus. Tableau peu réjouissant pour un hypothétique repreneur. À Monaco, 2 jours après le décès du prince régnier, la principauté fait face à cette nouvelle préoccupante. Le prince Ernst Auguste de Hanovre, l'époux de Caroline, est en réanimation. Son état est sérieux. Zinine Moudaoud, Yasmina Farber. Ernst Auguste, prince de Hanovre, aux côtés de Caroline de Monaco, son épouse. Sa dernière apparition publique, c'était ce 26 mars, pendant la procession du Vendredi Saint, alors que l'état du prince régnier s'était déjà sérieusement aggravé. Mardi soir, l'absence du prince de Hanovre avait été remarquée. Son épouse Caroline et le prince Albert assistaient à une messe en hommage au pape Jean-Paul II en la cathédrale de Monaco, mais pas lui. En fait, Ernst Auguste de Hanovre était déjà à l'hôpital Princesse Grace pour une affection aiguë du pancréas, un état très souvent lié à l'abus d'alcool. Il nécessite une prise en charge médicale permanente. Ce sont les termes mêmes de ce communiqué du palais princier. Décidément, les Monégasques vivent au rythme des bulletins de santé. 2 jours après le décès de leur souverain, c'est un nouveau coup dur pour eux. C'est bien triste parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça. On est déjà assez attristés comme ça, alors maintenant on verra. Déjà le prince, bon maintenant encore la famille princière touchée, ça serait grave quoi, ça serait désastreux pour la principauté quoi. Les Monégasques espèrent le rétablissement rapide de l'époux de la princesse Caroline pour qu'un nouveau malheur ne frappe pas la famille princière. L'hospitalisation d'Ernst Auguste de Hanovre est source d'inquiétude dans la principauté qui prépare les funérailles du prince régnier. Ces funérailles sont fixées à vendredi prochain, mais dès dimanche, les Monégasques pourront rendre un dernier hommage à leur souverain défunt, dont le corps sera exposé au palais princier. Le prince Charles, aussitôt rentré de Rome où il assistait aux funérailles du pape, se prépare à épouser enfin demain Camilla Parker Bowles. Le temps n'est pas de la partie, il y aura peu de célébrités au mariage de Charles. Les derniers préparatifs d'une union qui ne suscite pas un enthousiasme débordant en Grande-Bretagne. Laurent Moussier. Une présence policière renforcée, les accès autour du château et de la mairie bloqués. À quelques heures du mariage de Charles et de Camilla, la petite ville de Windsor semble en état de siège. On est occupé, on est très occupé même, mais c'est très excitant. Je pense que demain sera un grand jour. Il faut dire qu'ici on a l'habitude des événements royaux. Les touristes sont plutôt amusés par les dizaines de caméras et les centaines de journalistes qui arpentent les rues.
Et puis comme toujours, il y a les fans de la royauté qui 24 ou 48 heures avant l'événement prennent place pour être sûrs de ne rien manquer. Dans ce pays, ils ont eu une très mauvaise publicité. Toute la presse était contre eux, alors j'ai décidé de venir leur apporter mon soutien. Et du soutien, Charles et Camilla en auront bien besoin. Après la mise en cause de la légalité de leur mariage, la décision de la reine de ne pas assister au mariage civil et le report pour cause d'enterrement du pape, les journaux populaires expliquaient ce matin qu'ils devaient s'excuser pour leurs péchés et leur vie dans le mensonge. On pourrait presque en rire. En attendant, les gadgets commémorant le mariage se vendent comme des petits pains. Les premiers objets datés du 9 avril étant enfin arrivés, Windsor est donc fin prêt pour ce mariage princier. Hélas, une nouvelle menace se profile déjà, le temps. La météo annonce pour demain de la pluie, du vent et peut-être même quelques averses de neige. Aux États-Unis, difficile semaine pour Michael Jackson. Des témoignages accablants, dont celui d'un ancien employé qui a fait l'effet d'une bombe. Pascal Golamer. La journée de Michael Jackson au tribunal commence toujours de la même manière, par un petit sourire et un salut aux quelques fidèles admirateurs. Mais aujourd'hui, le cœur n'y est pas vraiment. La semaine fut éprouvante. Les témoignages accablants qu'il redoutait se sont accumulés. Témoignages non pas sur l'affaire pour laquelle il passe en procès, mais sur son attitude vis-à-vis d'autres jeunes garçons qu'il avait invités par le passé dans sa propriété. C'est un ancien garde du corps qui fut le plus précis hier. Cet homme a vu Michael Jackson en compagnie d'un garçon âgé de 8 à 9 ans. Il les a vus à travers une fenêtre, ils étaient nus, ils s'embrassaient. Ce témoignage donne la nausée et c'est ce que recherche l'accusation. Une réaction de dégoût parmi les jurés. L'avocat de Michael Jackson a aussitôt rappelé que ce garde du corps avait été en procès avec le chanteur il y a quelques années. Procès perdu d'ailleurs. Il voudrait donc aujourd'hui se venger. Je pense que la crédibilité de ce témoin est sérieusement mise en doute, mais ça sera au jury de décider. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à témoigner. Il y eut cette femme de ménage qui surprit d'autres attouchements. Et un jeune homme qui lundi raconta comment Michael Jackson avait voulu le caresser quand il était enfant. Une accumulation de récits qui présente Michael Jackson comme un récidiviste obsédé par les petits garçons. On comprend pourquoi son avocat s'était opposé avec force à la présentation de ces témoignages. Inoxydable, la foire du trône s'adapte à l'époque. Les amateurs de sensations fortes vont s'en donner à cœur joie. 5 millions de visiteurs sur des manèges de plus en plus fous et qui tournent de plus en plus vite. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Melin. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une zone de turbulence. Je voulais savoir ce que le manège faisait exactement. Il monte, il tourne, il fait des rotations. Des rotations à vous décoller la pulpe du fond. Secouez-moi, voilà ce que demandent les jeunes et pas seulement les garçons. Dans les attractions vraiment fortes, c'est surtout le public féminin qui est là. Plus vite, ça avait l'air pas très bien. J'ai envie de vomir. Vous voulez pas en faire un tour? Ah non, le Chute libre, éjection, rotation, depuis quelques années, les fabricants de manèges font dans la surenchère, il faut de la sensation. Maintenant, c'est la grosse sensation même, je dirais. C'est plus la sensation forte. Il faut aller de plus en plus fort. Pour le moment, on a dit on va prendre comme un genre de lance-pierre, les prendre et les jeter. Et c'est fait. Parce que vous voyez maintenant les nouveaux manèges comme le Maquin ou le Skyraider, c'est ni plus ni moins les lance-pierres. On monte les gens, on les jette. Et je pense que maintenant, il faut qu'on aille voir un peu comment on va pouvoir les envoyer sur la Lune. Ça, c'est de la sensation. Allez, ça tourne, oui, aïe. Thibaut, c'est quoi le principe là? Alors le principe, on monte dans la boule et on est éjecté à 45 mètres d'auteur, avec une puissance de 6G. J'ai vu que vous filmiez aussi. On filme, c'est normal parce qu'il faut qu'ils aient un petit souvenir les gens. Avec des sensations, vraiment. C'est des manèges avec des sensations très très fortes. Et non, c'est vrai que c'est un des manèges puissants de la part du trône. On vient pour s'éclater, en plus franchement, il nous a trop fait peur le manège. Ici, les accros d'adrénaline ont largement de quoi se faire plaisir. Quant aux autres, eh bien, ils se réjouissent par procuration. Il y en a même qui ont l'air de regretter leurs 20 ans. C'est tout à fait extraordinaire, car j'imagine les sensations que doivent procurer ces manèges-là. Allez, si je vous incite un peu, vous montez pas avec moi? Non, je monte pas là. Parmi les engins monstrueux qui peuvent effrayer les anciens, jetons un œil sur le Triple X. C'est un bras articulé qui monte à 50 mètres de hauteur, qui vous laisse quelques instants tout là-haut en train de réfléchir sur votre sort et qui vous lâche dans le vide à près de 130 km/h au ras du sol. À l'achat, cet engin coûte 400 000 €. C'est cher, mais il paraît que les jouets façon NASA ont la cote.
ça a l'air chaud, quoi. Justement, regardez le booster, sa propriétaire dit qu'il bat tous les records de vitesse. C'est vrai, vous voulez l'essayer? Non, je vais regarder, ça a l'air bien. Ça va. Toujours plus haut, toujours plus fort avec le Skyrider. Go! Quand on les voit passer, ils vont vite, hein. Ouais, environ 110 à 120 km/h selon les poids. Ça déménage maintenant les manèges quand même, hein. Les gens ont besoin de plus en plus d'adrénaline. Courageux mais pas téméraire, moi j'ai testé ce manège. Un manège qui me rappelle mon enfance à moi. Une enfance où la grande sensation c'était uniquement de tirer la queue du Mickey. Vous n'êtes pas mis au manège à sensation? Ah non, nous on est resté dans l'ancien. Pour les petits, les petites sensations. Et oui, à chaque âge, c'est plaisir. Allez, roulez petit bolide. Avant de refermer ce journal, sachez que ce tableau de Picasso, volé il y a 1 an dans un atelier de restauration du centre Pompidou, a été retrouvé par la police et remis au directeur du musée. Il s'agit de la nature morte à la Charlotte, estimée à plus de 2,5 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, le point route, Valérie Maurice, puis la météo, Isabelle Martinet, puis 20h55 PJ. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. À partir de 14h, demain, sachez qu'il y aura une édition spéciale consacrée au mariage de Charles et de Camilla. Édition spéciale présentée par David Pujadas et Stéphane Bern. Excellente fin de soirée sur France 2.